Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est que depuis des années, nous payons des sommes très importantes pour notre santé. Et arrive une maladie, effectivement inconnue, enfin pas totalement inconnue, mais pour laquelle on n'a pas un soin immédiat. Et on s'aperçoit que on n'a rien matériellement de ce qu'il faut pour assumer cette maladie. Pas de masque, pas de gel pour les mains, pas de respirateur artificiel en quantité suffisante, enfin, nous sommes démunis. Et quelque part, on nous dit, oui, mais oui, c'est comme ça, on n'a pas l'argent, c'est un peu par hasard. Alors si on veut simplifier les choses, on pourrait dire la chose suivante. Vous savez, vous partez en vacances avec des amis, quand on est jeune, on part avec des amis, on fait un pot commun. On fait un pot commun et on dit, avec, on ira faire les courses. Bon, on arrive dans son camping, hein, on a 20 ans, et puis on dit, bon, allez, on va faire les courses. Ah oui, mais il n'y a plus d'argent. Ah bon? Il n'y a plus d'argent, mais on a fait un pot commun. Ah oui, mais le pot commun... Il y a Gérard, là, il a été joué au casino sur la route parce qu'il a pensé qu'il allait doubler la somme et que ça allait être intéressant pour nous. Il a perdu, donc on n'a plus d'argent. Alors vous avez remarqué, on dit quand même, il y a un pot commun, c'est Gérard qui l'a dépensé, il a joué au casino, il a dépensé, donc on sait qui c'est qui l'a dépensé. Alors que là, nous, dans notre affaire, c'est l'État. C'est-à-dire que, on pourrait dire, la bande de copains qui est au camping pourrait dire, c'est l'État qui a dépensé l'argent. Non, c'est pas l'État, c'est Gérard qui a joué au casino. Et puis là, c'est pas l'État qui a dépensé l'argent, c'est les hommes de l'État qui ont joué au casino avec, qui ont fait autre chose, qui ont utilisé l'argent pour se faire élire, qui ont flatté des gens, qui ont acheté des voix, enfin c'est ça qui se passe. Hein. Donc si vous voulez, ça se passe à très grande échelle, mais il y a très peu de gens. C'est un peu comme dans notre petit groupe, là, il n'y a que Gérard qui a joué. Mais là, c'est pareil, ils ne sont pas très nombreux à jouer. Ils ne sont pas très nombreux à utiliser l'argent que nous versons. Alors, c'est comme ça à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit tout d'un coup que l'État est en faillite et on s'aperçoit tout d'un coup d'une conséquence immédiate qui touche tout le monde. Parce que tout d'un coup, cette maladie arrive sur un État en faillite, parce que ce n'est pas la maladie qui crée le bazar, c'est l'État qui est en faillite. C'est-à-dire que si l'État n'était pas en faillite, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait tout de suite sorti les masques, on les aurait mis, on aurait tout de suite sorti les tests, on aurait testé les gens, on aurait fait ce que font les gens, les sociétés riches, hein, les sociétés qui ont des économies, qui n'ont pas dépensé tout leur argent. Donc on aurait continué à vivre, continué à fonctionner, et la maladie aurait fait les ravages qu'elle fait parce que c'est une maladie qui est inconnue, elle n'est pas facile à soigner. Voilà, et donc même la médecine du professeur Raoult ne soigne pas complètement parce qu'on n'a pas de soins mécaniques automatiques qui soient de très bonne qualité. Donc, mais si vous voulez, on aurait assumé cet inconvénient, qui est un inconvénient lourd, qui emporte des vies, mais on aurait assumé cet inconvénient si on a vu des économies normales, c'est-à-dire si l'argent qu'on a confié aux gens à qui on l'a confié, encore que on ne l'a pas confié, ils nous l'ont piqué, mais admettons qu'on l'aurait confié, si cet argent n'avait pas été dépensé inutilement, c'est évident, en tout cas celui de la santé. Alors, quand même, il y a un petit problème. Parce que si vous voulez, dans l'affaire que je pris au début, dont je vous parle au début, Gérard, il va quand même se faire drôlement souffler dans les bronches. Puis si ça se trouve, il va avoir ses vacances écoursées, puis on va l'envoyer chez lui. Parce que le copain qui vous fait ça, c'est un peu dur. Alors là, ces gens, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de s'agiter dans tous les sens pour nous faire croire que quoi? Ils nous font reporter sur nous la totalité de leur incurie, c'est-à-dire qu'on est enfermé chez nous depuis 3 semaines, et ça va durer sans doute encore 3 semaines, probablement au moins 15 jours. On est enfermé, on ne peut rien faire, donc on va être totalement ruiné, et ils vont nous dire que ce n'est pas de leur faute. Mais attendez, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et ils vont trouver une écoute quand même, c'est là que c'est grave, parce que le système ne marche pas. Très bien.
Donc on est dans le cadre de l'inconvénient, si vous voulez, qui croyait... Par exemple, là on va encore prendre un exemple. On va parler de l'alcoolisme, mettons, ou du jeu. Restons sur le jeu. Le jeu. Au départ, vous dites, bon, j'ai envie de jouer, après tout, bon, je vais avoir un petit plaisir de jouer, puis je vais peut-être gagner. Ben, vous allez une fois, bon, ben évidemment vous perdez. J'ai jamais vu personne qui a gagné. Hein. Donc, vous dites, zut, c'est vrai, c'était sympa, c'était rigolo, bon, de toute façon j'ai limité la cage, j'ai perdu un billet de 50, c'est pas très grave. Si vous êtes comme ça va. Et puis vous oubliez le jeu. Mais si vous n'êtes pas comme ça, vous revenez jouer. Et puis à un moment donné, vous avez tellement joué qu'il faut absolument que vous gagniez, parce que sinon c'est la catastrophe. Donc vous retournez jouer. Et en même temps, votre émotion devient de plus en plus forte, parce que, évidemment, puisque le risque est de plus en plus grand, évidemment, vous êtes. Et donc ça crée un ensemble qui fait que tout d'un coup s'installe une addiction. Et là, vous ne pouvez plus vous empêcher d'aller jouer. Et là, il faut que quelqu'un vous aide, parce que sinon, vous êtes mort. Mais nous, c'est pareil. Nous, on dit, très bien, nous, la vie, la nature, la loi du plus fort, tout ça, on s'en fout. Alors nous, on va être tous égaux, vous allez voir, ça va être super sympa, une petite émotion, allez, on essaie. Puis ça marche pas très bien, parce que, les entreprises qu'on monte avec cet esprit-là, l'une après l'autre, elles se cassent la gueule, elles font des trous, que ce soit la SNCF, elles font des trous, et donc elles sont obligées de faire surpayer la prestation qu'elles donnent. Et on dit, oui, c'est embêtant, mais on y retourne quand même. On dit, là, on n'a peut-être pas joué la partie comme il faut, on va recommencer. On recommence, et aujourd'hui, on est arrivé à un point d'addiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Donc aujourd'hui, le pillage est total parce que ce système d'organisation sociale ne marche pas, n'a jamais marché nulle part, ne peut pas marcher, mais crée une addiction. Ça crée une addiction, c'est-à-dire cette notion d'égalité, ce fantasme d'égalité crée une addiction. Alors quelle est cette addiction? Je ne sais pas, je n'ai pas les compétences nécessaires, mais je me rends bien compte que la différenciation au mérite, c'est-à-dire le fait qu'il y en ait un qui réussisse et l'autre non, est insupportable à la masse. Insupportable. Ça ne peut pas être accepté. Donc à partir de là, il n'y a pas d'autre solution que l'égalitarisme. Donc il y a une véritable addiction. Et comment peut-on sortir de cette addiction? Parce que je ne pense pas que ça sera de la même manière que pour le joueur ou pour l'alcoolique. On ne sort pas de ces addictions tout seul. Alors il n'y a que deux manières pour en sortir. La première, c'est un accompagnement, et la deuxième, c'est une peur intense. Alors l'accompagnement, il ne faut pas y compter. On ne voit pas qui va nous accompagner. Les derniers faux pas qu'on a fait, parce que ce n'est pas la première fois, les derniers faux pas que notre groupe a fait, il y a les Américains qui sont venus nous aider, il y a eu des bonnes volontés, sinon on y serait encore. Là, cette fois, ils sont avec nous dans le bain, ils ne viendront pas nous aider. Donc c'est la grande peur qui va arriver. Alors la grande peur, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par la domination de notre système, dans lequel on va disparaître, et peut-être que là, on aura le ressort pour s'en sortir. Pour s'en sortir, c'est pas simple, c'est pas compliqué, je veux dire. Pour s'en sortir, il suffit de redonner la place à la réalité, c'est-à-dire que les meilleurs soient récompensés, qu'ils s'en sortent, qu'ils arrivent à capitaliser, qu'ils fassent remarcher l'industrie. Alors, il y aura des meilleurs et il y aura des moins bons. Alors après, il y a le problème des quelques très pauvres. Il y aura toujours quelques très pauvres, parce qu'il y a toujours des gens qui n'auront pas de chance, ou qui s'y sont mal pris, au point qu'ils finissent par être très pauvres. Alors ceux-là, oui, il faut les aider. Mais ceux-là, ce n'est pas une charge. Ils ne sont pas très nombreux. Si vous voulez, la charge de la misère, ce n'est pas une grosse charge. N'importe quelle société avancée peut prendre en charge la misère. Ce qu'elle ne peut pas en prendre en charge, c'est l'égalité. Parce que l'égalité, ce n'est pas la misère. L'égalité, ce n'est pas permettre aux miséreux de vivre. L'égalité, c'est mettre en place un système dicté par la jalousie qui fait qu'en réalité, tout le monde pense que son petit intérêt égoïste et personnel, la société est à son service, au service de cet intérêt égoïste et personnel. Et cette petite satisfaction, en fait, finalement, nous la payons très cher, parce que nous la payons du prix de la ruine de notre société. Donc, ce n'est pas la misère qui nous ruine. Nous saurions aujourd'hui, dans le monde où nous vivons,
donner un minimum vital à la grande misère, c'est pas un problème. Par contre, faire en sorte qu'il n'y ait pas de différenciation et donc couper les têtes qui dépassent, ça c'est un problème. Parce que ça c'est la mort de la société. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va pas, d'abord, premièrement, on ne doit pas arriver à l'horizon quelqu'un qui pourrait remettre ça d'aplomb, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une volonté. Alors on va reprendre, si vous voulez, l'histoire de la guerre de 40. La guerre de 40, qu'est-ce qui se passe? Les Français sont pétinistes. Bon, eh bien, ils sont pétinistes, majoritairement, à 99%. Tous les magistrats votent Pétain, bon, tout le monde est pétiniste. Très bien. Un petit bonhomme, enfin un grand bonhomme, grand pour la hauteur, s'en va en Angleterre, il dit, moi, je suis la France. Et là, il est condamné à mort et exclu de la société. Et il continue à pérorer, mais personne n'écoute. Absolument personne n'écoute. Il a la chance inouïe, dont il n'a pas tout à fait conscience, qu'il y a un petit père qui s'appelle Churchill, qui a de la sympathie pour lui, alors qu'il l'emmerde constamment, du matin au soir. Et le Churchill continue à garder effectivement de la sympathie pour ce grand échalas qui est toujours « je suis la France, je suis la France ». Bon. Et puis, à un moment donné, tous ces Français qui ont été pétinistes prennent conscience qu'on ne peut pas vivre avec les Allemands, qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas être l'esclave de notre peuple. On ne peut pas. Donc, ils commencent à chercher comment pourrait-il sortir de cet esclavage. Et là, ils découvrent Radio Londres. Ils découvrent qu'il y a un grand échalas qui est parti, qui dit moi je suis la France, etc. Et petit à petit, ils se rallient à son idée, et petit à petit, ils en font le général de Gaulle. Parce qu'au départ, c'est juste un original qui s'en va. Ils en font un général de Gaulle. Ce n'est pas le général de Gaulle qui fait la France, c'est les Français qui changent de paradigme, qui changent d'idéal, si vous voulez, et qui passent, c'est les mêmes, qui passent de Pétain à de Gaulle. Et quand la guerre finit, quand de Gaulle arrive, c'est de Gaulle qui a pris la place de Pétain dans l'esprit des gens. Mais je dirais qu'à la limite, Pétain n'est pas pour grand-chose, de Gaulle non plus. C'est les gens qui ont changé. Alors, en ce moment, est-ce qu'on a cette émotion? Est-ce qu'on a la population qui a envie de changer, qui a envie? Non. Alors moi, je vous dis franchement, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Hein. Si quelques-uns parmi vous le voient, je ne demande qu'à voir, je ne demande qu'à comprendre. Mais non, pour moi, il n'y a pas cet état d'esprit. Il n'y a pas, donc personne il ne peut pas exister de gens de qualité qui puissent aujourd'hui prendre en main la confiance du pays pour le transformer. Parce qu'il y a un refus total de la part de la population de changer cet fameux égalitarisme. Alors, là, je vais vous dire ce qui va se passer. Je vous en parle aisément parce que je suis en plein dans la ligne de mire et je vais mourir. Alors, soit je vais mourir du coronavirus, parce que je suis âgé et puis que si jamais je l'attrape, quand j'irai à l'hôpital, je fais partie de ceux qu'on élimine. Donc la question ne se posera pas. Hein, on le fera certainement très bien avec des produits, je ne souffrirai pas, mais je serai éliminé. Ça, c'est certain. Et au niveau économique, je suis déjà dans la zone des meurtres, c'est-à-dire que je suis déclaré fraudeur fiscal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va être de plus en plus nombreux à être déclarés fraudeurs fiscaux, et on va être de plus nombreux à être pillés, assassinés. Et moi, je connais des assassins parce que je les vois, parce que si vous voulez, je les ai rencontrés, j'ai parlé avec eux, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Non seulement ils n'en ont rien à foutre, mais ils sont absolument persuadés de faire le bien. Ce sont des assassins persuadés de faire le bien. On a déjà vu ça, ça fait des dégâts. Voilà donc où on en est. Et donc c'est assez... moi, je suis malheureusement... j'arrive à la fin de ma vie, j'ai eu une vie assez agréable, intéressante, passionnante, j'ai fait des choses passionnantes. Je suis coincé, je suis pris dans cette espèce de filet, mais on va être des milliers, mais à toutes les échelles. À mon échelle, à des échelles 10 fois plus grandes que la mienne, et à des échelles plus petites. Il n'y a que ceux qui s'en vont, mais ils s'en vont où? Les pays qui sont un peu comme nous sont dans le même tonneau, donc je ne sais pas s'il y en a, si parmi ces pays occidentaux, il y en a qui vont avoir la capacité de se ressaisir, je l'ignore, et en tout cas on ne sera pas les bienvenus, ni en Asie ni ailleurs, on ne sera pas les bienvenus. Hein. Donc ça ne va pas être facile. Voilà, donc voilà où nous en sommes. Donc là on n'est pas en train de philosopher accoudé sur le zinc, on est dans le dur, là, on est dans le vrai, on est dans le réel. Et donc je vous dis à bientôt.